Vous êtes en train d'écouter l'épisode 2 de Printemps d'automne. C'est dans cet épisode que je reçois Suzanne Giroux. Suzanne, c'est une artiste avec un bagage d'expérience assez volumineux, merci, mais plus grand que mon existence. J'ai découvert Suzanne un peu par accident. Je vous explique, c'est par une journée ensoleillée que j'étais parti à l'aventure dans les forêts tout près de chez moi et j'ai tombé sur une zone protégée. J'ai essayé de m'informer un peu sur qui était responsable de cette zone-là, et puis je suis tombé sur une artiste avec un profil assez intriguant. Que ce soit son parcours transcontinental, ses influences sur le monde artistique, ou la résidence près de chez moi en pleine nature protégée, j'avais besoin d'en savoir plus. Ceux qui habitent là-bas ont récemment eu la chance de voir son œuvre immersive, Magnificent, projetée sur l'église L'Assomption de Saint-Georges-de-Beauce. C'est magnifique. Je vous invite fortement à la découvrir par vous-même sur son site web suzannegiroux.com avant d'écouter la suite, bien sûr, pour vous faire une petite tête de ce que Suzanne fait. Si vous ne la connaissez pas, bien sûr. Je vous laisse écouter le tout. À bientôt. Mais j'aime ça, j'adore faire des entrevues, j'adore ça. Oui, j'adore ça. J'aime ça beaucoup. Hein? T'es contente d'être là aujourd'hui? Oui, je suis contente. Je suis Mais vraiment moi contente. aussi, je suis content de t'avoir. Puis écoute, je pense qu'on est prêt à commencer. J'aimerais commencer par te poser la question de on est où en ce moment? On est où? Oui. Ah! Puis Ouais. pourquoi c'est important pour toi, Oui. cet endroit-là? Ben, on est aux chutes pas aux chutes, mais au Rapide du Diable, Ouais. à Beauceville. Et c'est l'endroit, où est-ce que j'ai le plus filmé depuis 2022. Et c'est comme mon endroit privilégié. C'est ça, je filme ici, pendant la débâcle, normalement. Donc, j'ai comme une fenêtre de des fois c'est quelques jours, quelques semaines au mois de mars. Ouais. Des fois au début avril aussi. Et je filme les glaces qui s'échappent de, finalement qui s'échappent pas, mais qui fondent et qui déferlent, là. Donc, c'est un endroit que j'adore. C'est quoi que t'aimes particulièrement de la débâcle? C'est quoi qui vient te chercher là-dedans? C'est le fondement de mon travail. C'est le feu ou les glaces et le feu et l'eau, qui sont les contraires. Ouais. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle la conjonction des opposés. Alors, dans la débâcle, il y a les opposés deviennent en conjonction. Ils sont ensemble. C'est un mariage. Je vais vous dire, est-ce que c'est un mariage d'amour? Je ne sais pas. Ben peut-être. Mais Peut-être c'est que oui. Mais c'est un mariage intense parce que c'est la danse entre les glaces qui prennent la forme de l'eau, hein, même de la vapeur. Donc ils ont quand même l'eau a plusieurs états là. Mhm. Et le feu, c'est le feu, c'est le feu sacré, c'est le feu du printemps. Alors, c'est vraiment, donc, et ça rentre dans ces glaces-là. Et, c'est la vie qui C'est la vie. reprend, qui est là, mais qui était plus en dormance. Et c'est la vie du printemps qui reprend. Tu sais, je veux dire, Stravinsky, quand il a écrit quand il a composé, c'est-à-dire le sacre du printemps, c'est l'hommage au feu sacré de la vie. Je trouve ça très beau. Mm. Puis ça concorde vraiment bien avec le balado qui s'appelle Printemps d'automne. Printemps, Printemps oui, d'automne. c'est vrai, d'automne. Puis, Tu vois, on est dans une autre saison. mais oui, mais tu sais, je trouve ça vraiment beau ce que tu dis. Puis je vois que t'as vraiment un intérêt quand même pour la nature, on s'entend. Si tu vis en nature beaucoup, ta maison est en nature, t'as une certaine harmonie avec la nature, puis tu passes beaucoup de temps avec la nature pour ton art. Oui. Ça vient d'où cet amour-là pour la nature? Puis tu me parles de la conjonction des opposés, et ça vient d'où? Tu aimes les éléments de la nature? Ça part d'où? De mon plus jeune âge, mais là maintenant, je suis capable de mieux comprendre d'où cet amour-là vient. Moi, je pense que même quand on est jeune,
on n'a pas de mots, puis on s'élance dans quelque chose. Je vais te répondre par une grande auteure française qui s'appelle, elle vient de mourir à 101 ans, qui s'appelle Annick de Souzenel. Et puis, elle a écrit que la nature est la sœur jumelle de l'être humain. C'est comme si on est des jumeaux. Alors, moi, c'est comme si on était presque dans le même placenta, là. Tu vois? Hein? C'est sœurs jumelles, en tout cas, puis en plus, jumeaux identiques, je pense. Alors, c'est ça, c'est comme le même placenta. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de différence entre, c'est un concept, tu vois, notre ami Charles-Antoine, qui est ici, a un beau t-shirt de Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, c'est mon grand ami. Oui. Et je vais te répondre par Léonard, veux-tu, avec la nature. Oui, absolument. Alors, je vais introduire vite le gilet de Charles-Antoine en ce moment. C'est un chat, en fait, avec le... L'homme vitruvien. L'homme vitruvien. Mais c'est ça, c'est la même pièce d'or, mais c'est un chat à la place. Voilà. C'est ça. Et c'était pas, quand Léonard a fait ça, c'était pas une pièce d'art, parce qu'il a fait juste 12 tableaux, Leonardo. Ouais. C'était une démonstration mathématique du corps humain. Oui, c'est vrai. Léonard de Vinci était très... mais c'est ma déformation de prof d'histoire de l'art. Mais je trouve que c'est très artistique, pour vrai. Puis je pense que lui, il voyait l'art dans les mathématiques aussi. Il voyait l'art partout. Ouais. Partout. Et ce que Léonard disait, qui répond à ta question sur la nature, j'espère, mais peut-être d'une façon peut-être plus complexe. À l'époque de Léonard, on est au 16e siècle, 14e, au 15e. Et puis, ce qu'il dit, beaucoup les artistes imitent la nature. Il y a comme le concept d'imitation de la nature. Ouais. Et Léonard dit que lui, il n'imite pas la nature, qu'il est un apprenti de Dieu. Il est l'apprenti de Dieu. Donc la nature, c'est entre autres son modèle, mais et il participe de la nature. C'est une participation cosmique, en fait, de la nature. C'est complexe à expliquer. Et c'est pas participer avec, comme nous on dit souvent, c'est participer de. Participer de la nature. Alors, tu tombes dans ma compréhension, tout le monde peut avoir des compréhensions différentes, et c'est comme si on continue on participe de cette nature-là, donc on est dedans. Et tu vas sûrement m'arriver bientôt avec ma question, pourquoi je fais de l'immersion dans mes projections. C'est le principe immersif qui est là. Pour moi, je suis en immersion dans la nature et j'essaie le mieux que je peux d'y participer. Oui. Pas de la changer, mais d'y participer. Oui, oui, on s'entend que dans l'art que tu fais, il y a beaucoup d'appréciation de la nature, puis d'observation, je te dirais, énormément. Oui. S'il n'y a pas un désir de changer, c'est vraiment d'aimer la nature, je pense que ça te résume très bien. Mais écoute, tu me parles beaucoup tu me parles de Léonard de Vinci, des auteurs, des autrices qui viennent, des passages que tu te souviens, que tu te rappelles, mais tu as étudié beaucoup en art. Est-ce que ça vient de là? Parce que je sais que tu n'as pas toujours étudié en art. Tu as fait un bac en sciences pures. J'aimerais bien, mais j'ai fait un DEC en sciences. Un DEC, excuse-moi. J'aurais pu, j'avais été acceptée en chimie organique, mais je ne l'ai pas fait. Mais y a-tu un point où tu t'es dit, finalement, c'est pas ça qui m'intéresse? Moi, parce que la science, c'est un peu, des fois, manipuler la nature. C'est un peu... Il peut, mais je voyais pas ça comme ça à l'époque, là. Ouais. Mais j'avais pas j'étais bonne, tu sais, fallait que j'étudie, on s'entend, là. J'étais pas le grand génie, là. Moi, j'étudiais beaucoup. Puis, j'étais correcte, j'étais bonne. Mais,
bon, non, ça, je pense que c'est pas si intéressant, là, ce parcours-là pour moi. Mais si j'avais continué, supposons comme en chimie organique, là, que j'adorais vraiment, là, ben, je serais probablement devenue une chimiste quantique. Je serais tombée je serais tombée dans la physique, dans le quantique, en fait. Puis probablement que, ben, je serais peut-être à la même place, là. Mais je voulais aussi aller, bon, par mes sciences pures, je voulais aller en architecture. Et si j'étais allée en architecture, ben ça, je suis convaincue, je serais revenue en art. Tu sais, il y a plusieurs chemins qui nous mènent à Rome. Ouais. Ben, je pense que j'en avais plusieurs, mais j'ai fini par choisir le basic qui était de m'en aller direct faire un bac en art plastique. Fait que, selon toi, tous les chemins que tu aurais pris, ça t'aurait mené là. Je pense que oui. Tu es contente vraiment du chemin, pas du bout du chemin, mais de la destination que tu es présentement. Oui. Oui. Vraiment. Tu crois que c'était... peut-être pas de destinée? Destinée, oui? Je pense que je vois ça comme... Moi, je pense qu'on a des destinées, là. Ouais. Je pense qu'on a il y a plusieurs portails dans nos vies qui se présentent à nous. On s'entend que très souvent, on les prend, mais on rentre pas direct, donc ils vont disparaître. Ils vont disparaître, tu sais, mais je crois qu'on a une destinée, mais on peut passer à côté complètement. Puis je pense qu'il y a des chemins de traverse. Alors moi, je pense que j'ai eu pas mal de chemins de traverse sur le mien, là. Ouais. Mais c'est comme si, malgré que tu es sur le chemin de traverse, tu vois quand même le chemin qui est là. Mais en même temps, je veux pas faire faire des petites citations faciles, là, mais tu sais, le Bouddha dit, c'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage, journey, là. Alors, en même temps, c'est ça aussi, là. Alors, puis la création, c'est expérientiel, hein. C'est vraiment, c'est viscéral, c'est kinesthésique, c'est un journey, là. Ouais, mais justement, la création, le processus de création, tu m'en avais parlé, c'est quelque chose que tu veux parler, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te capture. Est-ce que... Ça me capture. Ça, c'est un beau mot. J'ai jamais imaginé que j'étais capturée par... Ouais. Mais j'adore. Mais oui, mais tu sais, qu'est-ce qui vient... tu l'as dit un peu, tu sais, c'est dans le moment, c'est un voyage, c'est une expérience. Est-ce que tu apprécies beaucoup plus l'expérience que le résultat? Est-ce que... Pas facile. Oh! Mais c'est bien, elle est très bien formulée ta question. C'est pour ça que je suis pas capable de répondre rapide. Oui, mais écoute, je réfléchis, j'ai le droit de faire une pause. Absolument. Hein? Oui, c'est c'est les deux. C'est l'expérience et le résultat. Mais tu vois, si jamais on revient ou bien on va vers mon projet là, que j'ai filmé ici, là, qui est Magnificat, qui était une projection vidéographique immersive sur notre belle église de Saint-Georges. Tout ce que tu dis est tellement vrai. Ça a été le journey, l'expérience, le processus créateur a été je veux dire, fascinant, transformationnel. Je veux dire, il n'y a pas de mots, là. Juste tout le temps que j'ai passé ici, proche de la rivière, je veux dire, c'est l'expérience. Mais après ça, on s'entend que malgré le bonheur que j'ai eu à faire ce projet-là, presque facilement, je veux dire, je mourrais de peur, là, tant que c'est pas sur l'église. Puis je le voyais, tu sais, pendant, on a fait le montage pendant presque 4 jours, 5 jours, et puis et je voyais ce qui se passait, là. Mais tant qu'il n'y a pas eu de gens, la première semaine, les premiers soirs, puis que je pouvais parler avec eux, puis que je pouvais avoir leur feedback, j'avais aucune idée si j'avais réussi. Tu sais, alors ce que tu dis, le résultat, en tout cas, surtout pas tu sais, surtout moi, de la manière que je travaille, puis que je projette à l'extérieur, je veux dire,
je vois pas tout le temps dans le moment, je vois pas dans le moment présent ce que je fais, là. Mhm. Mais oui, ça m'importe, c'est ça que je veux que ça devienne quelque chose d'extraordinaire. Mais d'extraordinaire, pas de... Ben, je travaille sur la beauté, mais quand j'appelle ça extraordinaire, c'est que les spectateurs, eux, vont vivre quelque chose d'extraordinaire Oui, par mais c'est rapport ça. à eux. Tu sais, quand j'y pense, surtout Magnificat, mais juste dans les œuvres vidéo en général, puis les autres expositions que tu as fait, les gens, il y a une expérience aussi à consommer l'œuvre, à venir voir l'œuvre, à constater l'œuvre. C'est aussi une expérience. On vit encore un voyage aussi à travers l'œuvre. Tu sais, c'est pas juste... Ben, je peux pas dire qu'une peinture, c'est juste une peinture, mais euh, comme Magnificat, c'était une projection, on pouvait marcher, tu sais, C'est au travers. l'immersif, c'est Oui, oui, différent. il y a vraiment... C'est quand même une expérience, là aussi. C'est pas une fin d'un voyage, c'est un autre voyage. Oui, et c'était les spectateurs, honnêtement, là, c'était leur expérience de Magnificat. Et Hmm. ça me transportait là quand dans leur langage là, quand il y avait bon, la plupart me disaient oh, Madame, c'est tellement de beauté. Mais après ça, après m'avoir dit bon merci pour Hmm. tant de beauté, ils me racontaient leur histoire Ouais. dans l'immersion. Mhm. Puis il y en a qui disaient, moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi ce soir, là. Moi, je disais, moi, je le sais, madame. Ouais. Je le sais. Mais Puis tu ça, l'as... ben, c'est tellement un cadeau, là. Ouais. Mais tu l'as vécu, tu sais, pendant un bout. Tout le processus d'arriver là, c'est... T'as eu le temps de le vivre, cette œuvre-là. Pas juste de le faire, mais de le Ouais. vivre aussi. Puis elle s'est faite aussi en même temps. Je travaille avec. C'est quand même assez étrange parce que j'ai complètement besoin je travaille avec des machines tout Oui, le oui. temps, moi. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps. Alors, mais en même temps, il y a ce que j'aime quand je travaille avec ma caméra, avec la caméra vidéo, avec plein de logiciels. Après ça, je suis enfermée dans mon atelier dans la noirceur. Vous connaissez ça. Vous savez Mhm. c'est quoi? Avec plein d'autres machines. Quand on travaille comme ça dans avec des machines, il y a toujours un côté qui n'est pas du hasard, mais que on peut appeler ça comme on veut, là, que les anges sont autour de nous, des énergies cosmiques, peu importe la terminologie, ça n'a pas d'importance, là. Mais il y a des grandes énergies qui sont dans la nature, premièrement, puis qui travaillent avec moi, là. Puis c'est comme si j'aime à dire que finalement, ce processus de création-là, depuis que je fais de l'immersion, je dirais, là, c'est comme si je vis une trilogie entre moi, les machines qui sont importantes, sinon je ferais rien, là, moi. Et puis, cet aspect-là cosmique qui rentre, qui rentre dans le processus et qui fait une grande partie du travail. Et ça me fascine. L'immersion, c'est depuis quand que tu dis, là, je suis dans l'immersion, là, je... J'ai commencé en 2019. J'avais été, ça c'est un cadeau dans ma vie là, en 2019, avant la COVID. La Société des arts technologiques de Montréal, la SAT, m'ont offert une résidence d'artiste, comme ça, sans faire de demande. Et puis donc puis ils m'ont demandé si j'avais l'intention de travailler, ils aimaient mon travail vidéo, mais si les projeter sur des des bâtiments m'intéressait. Alors j'ai dit oui, mais j'ai aucune idée quoi faire, comment m'y prendre. Alors ils m'ont dit si vous venez en résidence chez nous, quand vous allez partir, vous allez savoir. Alors, j'ai commencé en 2019, mais la première œuvre est, là, faut faire nos classes. Puis j'ai fait la première œuvre immersive en 2021. Ouais. Et c'est intéressant aussi qu'on parle d'immersion parce que c'est le mot le plus populaire qu'il n'y a pas, que je pense, sur la planète actuellement dans le monde des arts Ah ouais? et dans le monde du spectacle.
c'est le mot que tout le monde s'arrache, là. Tu sais, ils veulent tout être immersifs, là. Tu sais, des sculptures sont rendues immersives, là. Non, mais on en revient, là. Hein? Puis le principe immersif, ben, tu sais, on est en immersion dans la nature constamment, là. Alors, je veux dire, c'est ça. Fait que, mais, puis je pense que c'est un privilège de pouvoir faire de l'immersion. De l'immersion, ça veut dire que, ben, que quelqu'un qui est dans une œuvre immersive, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, ben ils vivent une expérience. On peut vivre une expérience 360 degrés. Moi, dans mon cas, c'est pas un 360 comme à la SAT, la Société des arts technologiques. Ils parlent d'immersif et avec raison. Ils ont un dôme de 360 degrés. Ah ouais. Hein? Ils sont dans l'immersion. Moi, je fais comme une immersion partielle. J'ai pas le dôme. Alors, et ça, c'est une expérience privilégiée, là. Mhm. Et ça m'enrage de voir les gens qui utilisent le mot immersif pour n'importe quoi, tu sais. Ouais. Non, je comprends, tout à fait. Mais écoute, je continuerai sur avant ta période à la SAT. Je vais- Ah. Habituellement, je suis Tu support, experte, genre les fenêtres ouvertes chez nous, les portes ouvertes. Puis, habituellement, je suis très bonne pour les tuer, mais là, j'ai un micro dans les mains. C'est le micro qui débalance tout, là. Oui, c'est ça. Donc, il me balance finalement. C'est ça. Mais oui, avant ta période à la SAT, t'as enseigné pendant un bout. J'ai enseigné presque toute ma vie. Ouais. Mais- Ta première expérience d'enseignement, c'était? Collégiale. Collégiale. J'ai fondé le département d'art plastique dans le temps, c'était Séminaire de Saint-Georges. Ouais. Et maintenant, c'est Cégep Beauce-Appalaches. Ça, c'était ta première expérience? C'était de vrai, même quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'inventais des cours d'art plastique pour les enfants la fin de semaine. Ok. Parce que intuitivement, je savais que le processus créateur libérait tout le monde. Ouais. Mais j'en vois beaucoup des petits programmes pour les enfants là, à des endroits où justement ils amènent des enfants puis ils font des formes d'art, là, peut-être la sculpture ou des choses comme ça en pleine nature. Puis ça, Ouais, il paraît que ça l'aide beaucoup mais d'enfants. Oui, c'est ça. Surtout si on leur dit pas trop quoi faire, hein, Ouais. parce qu'on a une petite propension à dire au monde quoi faire. Alors, c'est ça. Puis que j'ai enseigné au collégial pendant presque 4 ans. Et puis, c'est ça. Et ensuite, je suis allée faire ma scolarité de doctorat à Paris. Et quand je suis revenue, ben j'ai enseigné pendant encore ça, presque 4 ans à l'université. Mais j'étais une chargée de cours. Alors, j'enseignais, c'est ça, j'enseignais l'histoire de l'art. Et dans le département d'art plastique, j'enseignais le processus créateur. Ouais. Ça, c'est venu te chercher, là. Ça, ouais, ben, mon sujet de doctorat était le processus créateur. Ok. Et ben, finalement, j'avais compris que, tu sais, quand on est dans des études supérieures, on vit dans un monde théorique. Ouais. Et très peu pratique. Ouais. Et imaginez-vous donc que le processus créateur, c'est expérientiel. Alors, c'est ça. Fait que, et là, ben, ce qui m'a aidé, fait que finalement, mon travail était à l'UQAM, c'était je donnais 2 cours qui s'appelaient processus de création et puis démarche créative. Et mon but était d'aider les étudiants à comprendre ce qu'ils faisaient. Ouais. Et mais tu sais d'une façon et je pense que je réussissais vraiment bien là. Alors mais Ouais. c'est vrai, tu sais alors ça a été ça j'ai adoré là, j'ai adoré ce passage là. Ensuite j'ai été quand même plusieurs années sans enseigner et tout à coup j'ai fait un MBA et puis ensuite de ça, à partir du MBA, j'ai commencé à enseigner en entreprise, donc à des entrepreneurs, à des directeurs d'entreprise, le processus créateur. Crois-moi pas. Ah ouais. Ouais. À des entrepreneurs. Oui. Et Ça doit c'était, être, tu sais, j'ai pas inventé la chose là, quand je faisais le MBA, c'était déjà une tendance managériale en management là. Ah ouais. Tout le monde parlait de créativité là. Ah. Et puis là, je me suis dit ben
je pense que je suis équipée pour, je suis bien équipée pour faire ça. Je crée, je suis artiste. Ouais. Puis ben, j'ai enseigné pendant des années à des étudiants quand même sont sérieux, sont quand même rendus au niveau universitaire. Mais je savais pas par quel bout commencer, mais ça a été un bonheur là de développer des exercices parce que t'enseignes pas le processus créateur, comprends-tu? Tu peux bien donner toute la théorie que tu veux. Je veux dire, tu feras jamais créer personne en leur parlant juste de création, là, hein? Je veux dire, on devient pas physicien quantique en étant passionné par les concepts, là. Ouais. On rentre pas dans la mathématique. Et puis, alors, c'est ça. Puis, j'ai développé, mais j'adore enseigner, donc la pédagogie m'intéresse. J'ai développé des approches pédagogiques. Donc, c'est toujours des exercices là, pour les amener à créer. Et ça fonctionnait. Ils bâtissaient des projets d'affaires. En fait, c'était concret là. Ouais. J'ai pas fait d'artiste de personne. Mais leur art, c'était de faire des projets d'entreprise, mais avec plein d'outils de créativité. Et quand est-ce que tu sais que ça marche? C'est quand ils te disent, mais jamais que j'aurais pu penser à ça. Ouais, non, parce que la création, c'est si tu sais vers où tu t'en vas, je suis pas sûre que tu es dans la création. Ouais. C'est quand le nouveau arrive puis que tu n'as jamais imaginé telle chose. Et c'est pour moi, c'est ça la création, c'est le nouveau, c'est ce que j'ai jamais imaginé ou ce que j'ai jamais rêvé. Est-ce que c'est comme ça que le sourire de Mona Lisa est arrivé? C'est de la création, hein? Oui, oui. Non, je n'étais pas assez folle pour chercher l'énigme du sourire de Mona Lisa, même si j'avais une grande frustration, parce que quand je suis rentrée en art à l'Université d'Ottawa en art, je me rappelle mon premier cours d'histoire de l'art, je me disais, je vais enfin savoir qu'est-ce que Léonard de Vinci veut dire, hein, par son sourire. Non, il y a personne qui te le dit. Alors, donc, mais sauf ça, j'étais pas partie, mais ça, c'était une belle histoire, là. C'est ma galerie, je travaillais avec une galerie en France et la Fondation Cartier avait demandé à mon galériste que, à l'époque, je faisais des œuvres, je travaillais avec des télés et je reproduisais des grands tableaux de l'histoire de l'art, surtout des Vénus, c'était des grandes Vénus de l'histoire de l'art, la Vénus de Giorgione, de Titien, des Matisse. Alors, et la Fondation Cartier a demandé est-ce qu'elle pourrait nous faire une Mona Lisa? Alors, bon, j'ai dit oui, blablabla, c'est parti, ça s'est promené dans leur expo qui s'appelait Vraiment Faux. Et puis, c'est ça, habituellement, mes œuvres me revenaient jamais. Heureusement, elles étaient vendues. Mais celle-là m'est revenue. Ah ouais. Il n'y a pas d'hasard. Hein? Comme disait Léonard, il n'y en a pas d'hasard, ça n'existe pas. Jung appelle ça de la synchronicité. Alors, il nous a expliqué c'était quoi finalement. Et puis, c'est ça. Puis, avec le sourire de Mona Lisa, je me suis j'étais encore dans un concept où est-ce que je suis plus maintenant, mais j'étais vraiment moi, j'ai été formée dans le postmodernisme, là. Ouais. Et puis, donc, la structure de déconstruire, je l'avais à l'intérieur de moi, là, de déconstruire pour reconstruire, faire des collages, des choses comme ça, même si j'étais en vidéo. Et puis, donc, j'ai commencé à déconstruire Mona Lisa. Et puis, c'est en travaillant, en faisant des scans, des photocopies que par inadvertance, je cadrais tout. Je mettais des petits cadres et tout à coup, ce corps humain-là est arrivé. Et là, je pensais que j'hallucinais. À l'époque, ma fille avait 4 ans, je pense. Et puis un soir, elle arrive dans l'atelier. Puis là, je lui dis bon, mon amour, qu'est-ce que tu vois là, ça? Et là, elle dit, mais maman, comme si, je voyais rien, comme si sa mère était aveugle, évidemment, là. Mais voyons, maman, un dos et des fesses.
OK. Alors, finalement, ça a été qualifié d'une chute de rein, qui est mieux dit, Ouais. une chute de rein d'un corps humain. Et ben après ça, je pourrais te raconter plein d'histoires de tout ce qu'il y a eu de cheminement par rapport à ça, mais ça a commencé comme ça. Et puis, et ça, écoute, dans mon atelier, c'était tout petit, ça avait, je sais pas là, en tout cas, des pouces. Et ben c'est devenu à la FIAC, à la Foire internationale en art contemporain de Paris, Oui, c'est devenu dans le assez Grand gros, Palais. là. C'est devenu Ouais. une bâche de 7 mètres par 9 mètres là. Et c'est devenu une cabine au miroir aussi, plein d'autres choses là. Mais oui, c'est un bon exemple, Dylan, parce que je te parlais de ce que j'ai jamais vu venir, ce qu'on voit Ouais. d'art, c'est peut-être ce qu'on a jamais vu venir là. Mhm. Alors, mais voilà. Mais c'est bien, ça l'éclaircit un peu mon... Parce que je me posais Ton des questions. énigme. Mais je me posais des questions avec le... Quand je regarde ton parcours, puis tout à coup, je vois le sourire de Mona Lisa. C'est inattendu, c'est... Pour moi aussi. Oui. Fait que j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur ça. Mais je comprends tout avec ce que tu me dis. Écoute. Et ça se situe, c'est vraiment comme, c'est à part dans mon parcours. Donc, tu as vraiment raison, tu as une bonne perception. C'est, je pense, le seul événement, parce que pour moi, c'était un événement aussi, là, c'était très art conceptuel. Je suis pas art conceptuel, je suis très viscérale. Mais ça, on s'entend, c'était très postmoderniste, très post. Maintenant, je dis plus que c'est une découverte que j'ai faite là, Ouais. parce que mais c'est conceptuel. Là, tu sais, je veux dire à quelque part, quand Marcel Duchamp a pris l'urinoir puis qu'il l'a tourné de côté puis qu'il a dit que c'était une sculpture, ben tu sais, je veux dire c'est un peu dans cette continuité là que je faisais ça là, Ouais. mais fallait que que je le présente. Mais tout ça a fini par complètement changer ma perception de l'art. Ça a changé ta perception de l'art. Comment exactement? Je pourrais pas tout te dire. Je pourrais pas tout te dire parce que suite à ça, qui était un grand événement médiatique, puis qui a traversé la planète en 48 heures. Ouais. Je dis ça pas pour me vanter, surtout c'est plutôt parce que j'avais perdu le vertige. J'étais dans le vertige le plus total. Je comprenais absolument rien. Là. Alors, je comprends pas encore vraiment. Donc, mais après ça, ça a été... tu sais, quand je te disais, moi, on dirait que je sais pas exactement... La création, c'est ce que j'ai jamais imaginé. Donc, on dirait que ça émerge. Mais moi, c'est après que c'est comme si le chemin difficile arrive. Ouais. C'est comme, on va te faire comprendre ce que tu as fait. OK. Hein? On te l'a donné, ouais? mais là, tu vas le comprendre. Ah. Mais, tu vois, ça fait un bon chemin vers ma prochaine question. Comment? Un bon chemin, elle recommence. J'ai pas compris. Un bon chemin envers ma prochaine question. Vers ma prochaine question. Vas-y. Mais, il y a... Moi, je vois pas d'embûche dans ton parcours. D'embuscade. Des embuscades, il y en a eu. On pourrait appeler ça comme ça, mais moi, je me demande un processus qui requiert de la patience, qui requiert beaucoup d'écoute, puis d'attente de ce qui se passe autour, d'attendre le moment ou d'attendre jusqu'à temps que ça soit concret. Tu sais, ça prend une grande patience, une grande persévérance. Mais il y a des embuscades, comme on peut dire, qui arrivent. Là. C'est pas toujours facile de se dire, ah oui, au bout du chemin, il y a quelque chose. C'est clairement, il y a un certain doute des fois dans un processus comme ça. Je pense à tous les jours. Ouais. Parce que en même temps, tu vois, parce que là, on tombe comme dans d'autres choses, mais qui fait partie ça fait pas partie du oui, ça fait partie du processus de création, mais là, ça devient le processus de représentation. Comment est-ce que toi, t'as dans ton atelier, hein, puis que peut-être juste toi qui vois, là, et que là, habituellement, souvent, des fois, c'est des gens qui nous aident à
à dire tu vois pas vraiment ce que tu fais, hein. Tu devrais regarder comme il faut parce que ça vaut la peine. Alors, tu sais, en tout cas, moi, j'ai besoin de ça. Et puis, mais après, on tombe dans un long processus que moi, je trouve, qui peut être euphorique, mais je pense qu'il est souvent douloureux. C'est comment tu vas présenter, là. À quelle porte tu vas cogner. Là, tu tombes dans le côté entrepreneur, je pense qui est comme presque exigé des artistes qui veulent continuer aujourd'hui, là. Et ça, c'est dur. L'université il y a rien qui te prépare à ça. Mm-hmm. Non, tu deviendrais finalement compétiteur de tes profs pas longtemps s'ils te donnaient leurs recettes, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Alors c'est d'autres, tu sais, c'est ça. C'est le processus de diffusion. Tu sais, lui, il est difficile. Lui, il est difficile. Mm-hmm. Des fois, ça peut être facile, là, mais des fois, c'est vraiment difficile. Puis, tu peux attendre. Je sais pas si tu connais l'artiste Christo, là, Christo et Jeanne-Claude, ils emballaient des montagnes, ils emballaient des ponts. Ils emballaient. Ils travaillaient avec des tissus dans la nature. Mais il y a des projets il y a un projet à Central Park, je pense qu'ils l'ont travaillé pendant 20 ans avant qu'il soit. Ouais. Alors, c'est ça. Ça fait que, c'est ça. Alors, ça, c'est plus difficile. Puis mais finalement, c'est l'urgence qui est en toi. Tu dis, faut que je le présente. Et là, tu continues. Mais c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Mais quand tu présentes, tu m'avais parlé un peu que tu présentes aux gens. Tu essaies d'aller chercher un peu l'âme des gens. Non. Je vais pas chercher l'âme des gens. J'ai déjà assez de la mienne à m'occuper. Mais je t'agace, là. Je vais reprendre tes proches. Je travaille pour l'âme. Pour l'âme, OK. C'est quoi la distinction? C'est mon spectateur. Ouais. Mais comment tu définis l'âme de ces gens-là, l'âme des... On a tous des âmes, là. C'est l'âme par rapport peut-être au mental, là. Mm-hmm. Ce que moi je pense, c'est que l'âme, c'est elle, tu sais, tantôt tu me disais, ton amour de la nature est venu où? Je veux dire, ce que je pense, c'est que mon âme, comme l'âme de plein de gens, a déjà cet amour de la nature. On sait qu'on vient de la nature, on sait qu'on est les enfants de la terre. Je veux dire, ici, je regarde la rivière couler, mais les gens cet été, je fais un petit détour là, mais quand même, c'est un lien avec l'âme. Tu sais, c'était l'été passé, les gens, ils disaient, mais c'est notre rivière, Suzanne. Tu sais, c'est la rivière. Ouais. Mais ça, mais c'est notre territoire et notre âme, elle est aussi ancrée à quelque part dans notre territoire. Notre territoire nous fonde, en fait, là, tu sais, comme, Alors, et ça, les gens, ils adoraient, là, pas parce qu'ils reconnaissaient, c'est qu'il y avait une viscéralité, c'est notre rivière. C'est notre rivière, alors c'est ça. Donc, pour moi, l'âme humaine, c'est elle qui connaît le chemin. Mm-hmm. Puis elle essaie, mais là, je vais parler avec, c'est Carl Gustav Jung qui parle comme ça, un autre auteur qui s'appelle Pierre-Yves Albrecht, ce qu'ils expliquent pas mal mieux que moi je paraphrase, mais je le sens, c'est que l'âme, son voyage, c'est que elle essaie de prendre sa place pendant toute notre vie, là. Jung a appelé ça le principe d'individuation. Donc, c'est d'aller vers soi avec un grand S. Et moi, ma conception d'aller vers soi, c'est que de plus en plus, notre âme va prendre le lead de la vie parce que c'est elle la vie. Alors, finalement, c'est à l'âme, c'est à la vie que c'est à cette partie-là de chaque personne que je pense que je m'adresse. Si on veut le faire plus simplement, peut-être
notre cerveau a deux hémisphères, hémisphère gauche, hémisphère droit. Ouais. Et l'hémisphère droit, ben c'est celui auquel je m'adresse là. C'est le, tu sais, l'hémisphère gauche, on est dans le mental, on est dans, c'est correct là, on a besoin, on serait pas en train, on serait jamais en train de, on serait pas assis ici aujourd'hui si on n'avait pas d'hémisphère gauche là. Hein? Mais l'hémisphère droit, c'est lui qui est intéressé par la totalité, qui est intéressé par le sens. Alors en fait, je pourrais dire, ben je m'adresse au cerveau droit là de l'être là. Alors mais je m'arrête parce que pour en parler longtemps. Mais ce que tu dis, ça fait penser un peu à l'appartenance, tu sais, une recherche d'appartenance chez certaines personnes. Ben, je fais peut-être un gros parallèle, mais je trouve que chez les Québécois, il y a une grosse recherche d'appartenance qui se voit dans la littérature, dans plein de domaines, mais je sais pas ailleurs dans le monde, mais je sais qu'au Québec, c'est très présent, une recherche d'appartenance à un certain territoire ou certains endroits. Tu sais, on n'aime pas notre pays, on n'aime pas. On vient, tu sais, de l'Europe, on n'a jamais Je pense qu'on est perpétuellement en recherche de vraiment s'ancrer dans quelque chose, de vraiment appartenir à où on est. Je pense que c'est une quête de toujours. Puis tu me parlais d'âme qui cherche, mais peut-être que c'est ça aussi. C'est peut-être quoi. Mais je sais pas, je fais un gros lien là. Ben, il y a peut-être une différence là, tu sais, ben, tu sais, tantôt je te parle de la rivière, puis comment les gens de notre coin, on est en Beauce là, ils étaient intéressés, mais ça devenait, c'était pas juste c'est notre coin, tu sais. Ça devenait universel, ça devenait spirituel, leur enthousiasme là, à ça. Là. Fait que, tu sais, fait que l'âme, je pense que l'âme elle est reliée au monde spirituel, en fait, là. Ben, elle est plus que reliée, c'est là qu'elle vit. Alors, elle vient de là. Donc, son appartenance, elle est... c'est une appartenance, je pense, spirituelle, mais qui peut passer par le territoire, hein? Qui passe par le territoire, c'est sûr. Là, tu me parles de spiritualité, on parle d'âme, mais tu es aussi quelqu'un, je dirais pas théorique, mais je trouve la science, c'est assez théorique, c'est assez... Ben oui, en fait, là, c'est une étude approfondie des dynamiques de la nature et tout. Là. Mais pour moi, c'est un peu un paradoxe. Ah, c'est merveilleux. Continue. J'imagine pas... moi, j'étais quelqu'un de très scientifique, mathématique quand j'étais plus jeune. Puis avec le temps, on dirait que j'ai perdu cet amour-là pour les sciences parce que je trouve qu'on déconstruisait la nature et tout. Je trouve qu'on arrêtait de le voir d'une façon spirituelle, puis on l'a remplacé par quelque chose de très rationnel, très précis, tandis que la nature, je pense que sa beauté, c'est pas dans sa précision. Puis, ben, ça peut l'être, mais pas dans sa... Je sais pas comment dire exactement. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je suis en harmonie avec toi. Je peux peut-être répondre de façon historique à ce que tu dis. Oui. Quand on est à l'époque de Léonard, lui, là, selon moi, c'est un à cette époque-là, là, parce que cette époque-là, la Renaissance, c'est une grande transition dans l'histoire de la conscience humaine aussi, là. Ouais, je veux dire, on était, à Florence. Je veux dire, t'avais des penseurs et on les nomme tous, là. T'avais des scientifiques, t'avais des sculpteurs, t'avais des peintres, t'avais des architectes, t'avais la musique. C'était un athanor de nouvelles créations.
OK? Et Léonard était au centre de ça. Mais tantôt, on l'a dit, Léonard avait un aspect spirituel. Il voyait la nature en apprenti de Dieu, en amoureux de la nature, là. Et tu avais d'un autre côté, tu avais Galilée. Où est-ce que là, Galilée était le vrai scientifique juste mathématique. Ce que tu es en train de dire, la scission, elle s'est passée encore pire, c'est le siècle qu'on appelle en anglais le Enlightenment, en Angleterre particulièrement. Ouais. Okay? Et c'est là, moi, là, j'en écoute moins, là, mais je veux dire, j'ai passé là, peut-être les 10 dernières années de ma vie à écouter, j'ai arrêté, moi, d'écouter des artistes, j'écoutais des physiciens quantiques. J'écoutais des scientifiques, des physiciens quantiques. Ce que j'aimais dans certains physiciens quantiques, c'était parce que éventuellement, tu n'as pas le choix. Il tombe dans le spirituel. Einstein n'était pas physicien quantique, là, mais je veux dire, Einstein est tombé dans la spiritualité. Niels Bohr, c'est la spiritualité. Tu lis des textes de certains physiciens quantiques. Ils n'ont pas le choix. Ils basculent dans le spirituel parce que parce que le monde qu'ils décrivent, c'est ça. C'est le realm, c'est la réalité spirituelle, le monde quantique, c'est un autre. Alors, c'est ça. Fait que ici, et, si je répète, là, après un auteur que j'écoute, là, tellement souvent présentement, il s'appelle, Ian McGilchrist, c'est un Anglais de notre époque, et puis lui il a écrit justement un livre qui s'appelle The Master and the Emissary. Donc le master c'est le cerveau droit, the emissary le cerveau gauche. Je recommande à tout le monde de comprendre ce qu'il dit. Et il le dit, mais il n'est pas le seul. La scission s'est passée à l'Enlightenment et la science, je pense qu'elle pas toute la science, mais la science s'est peut-être perdue elle-même. Tout ce qui est devenu non visible, non reproductible, non démonstratif, qu'on pouvait pas répéter, ça a été occulté. Ça a été occulté. Et maintenant, la science, elle est plus au service de la technologie. Oui, c'est sûr. Alors, c'est peut-être ça que, moi, je pense que c'est pour ça que ça t'intéresse moins. Et c'est pour ça que ça m'intéresse moins aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, quand on pense que tous nos trucs, nos téléphones, je veux dire, il y a plein de physique quantique en arrière de ça. Mais la finalité, on le sait, c'est les sources de financement. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui finance la science pure? Les sciences pures, c'est les entreprises, c'est les grandes corporations. Ce qu'ils veulent, c'est des bidules, des machines de plus en plus performantes. Est-ce qu'on est loin des arts? Non, je pense pas. Mais non. Très contente d'avoir, moi, ma bonne caméra vidéo, puis d'avoir un bon ordinateur et tout ça, là. Mais oui, mais ça t'a suivi très longtemps. Moi, je me demande, aujourd'hui, l'art vidéo, est-ce que ça t'intéresse autant que quand tu as commencé? Parce que ça fait quand même... Au début, quand tu commençais ça, c'était une nouveauté, c'était pas je vraiment fais partie vu. Des pionnières, imagine, au Québec. Pas dans le monde, mais au Québec, oui. Mais c'est ça, tu sais, à travers le temps, aujourd'hui, tout le monde connaît la vidéo. Oui. Est-ce que ça a la même place qu'avant pour toi? Pour moi, oui, c'est j'ai évolué. C'est comme si on parlait de mon processus d'évolution, qui est d'être humain, qui est un processus, pour moi, spirituel. Pour moi, l'évolution, c'est spirituel. C'est mon seul rapport. Alors oui, ça m'intéresse encore plus parce que mon processus, ce qui est un privilège, je pense, maintenant, depuis que je fais de l'immersion, mon processus de création, est le miroir et vice-versa de mon processus spirituel. Donc, je fais les deux en même temps, je suis chanceuse. Hein? Au lieu de m'en aller en Inde méditer ou dans un ashram à quelque part, je peux être... je crée. C'est mon ashram.
Ah oui, mais c'est sûr que Puis ça je te peux le être n'importe permet. où, là. Je peux être dans un petit atelier, je peux être ici sur le... j'ai pas besoin d'aller laver les planchers dans un ashram pour quelqu'un d'autre. Oui. As-tu parlé à mon amie Brigitte? Oui, j'ai parlé à Brigitte. As-tu des choses à dire par rapport à ça? T'es tellement Un peu. stressée, pauvre petite. Ah oui? Mais Elle oui, qui parle plus que moi. mais ça m'aide toujours à diriger un peu la structure, le balado, parce que c'est dur de trouver des choses qui t'appartiennent plus qui sont parlées. Tu sais, ben, justement, on va- je parlais de spiritualité, de science, et tout, qui a peut-être un paradoxe, mais je vais ajouter une autre zone aussi, qui est plus la zone magique. Que Magique. j'appelle. Peut-être que pour toi, c'est pas magique, peut-être que c'est plus spirituel. Mais pour moi, j'appelle ça la magie. Mais si je te parle d'autres Pâques, D'autre part, ouais, c'est un rituel qui est là depuis très longtemps. oui, t'as parlé à mon amie Brigitte, là. Oui, L'autre oui, oui. Pâques, ça vient pas de toi, ça. Mais non, non, non. C'est l'autre Pâques, là. Oui. Mais tu sais, l'autre Pâques, Noël, Ouais. c'est toutes des magies qui t'animent, que tu participes beaucoup Oui, parce avec. que mais t'as dit le bon mot. C'est vrai que ton mot magie, là, je l'utilise moins, mais je l'utilisais plus avant, surtout quand ma fille était enfant. Ouais. J'essayais d'y faire des expériences magiques tout le temps, puis je réussissais à ses fêtes. Je faisais disparaître des amis, je les faisais réapparaître. J'étais la sorcière, des fois, ou Blanche-Neige. Mais c'est des rituels. Ouais. Et les rituels, je pense qu'ils sont extrêmement importants dans la vie. Ça nous ancre, ça nous ancre. Puis l'autre Pâques, Brigitte puis moi, ça doit faire, je sais pas, depuis Seigneur, je pense qu'on avait 15 ans, 16 ans quand on allait à l'autre Pâques, là. Et puis, on a sauté des années, c'est sûr, parce qu'il y en a une qui est ailleurs, l'autre n'est pas là, mais il y en a toujours une qui finit par y aller quand même, par exemple, puis qui donne de l'eau à l'autre. Ouais. Et puis, mais et ça, mais tu vois, l'autre Pâques, c'est au printemps. Mm-hmm. C'est le Pâques, c'est la résurrection. Et c'est le feu du printemps. Et c'est tout ça. Et c'est pour ça, c'est un rituel de célébration Ouais. c'est de la célébration de la vie, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est comme le sacre du printemps de Stravinsky, là, que j'adore, là. Ben, c'est ça. Mais tu fais ça avec juste des gens qui célèbrent avec toi le même rituel. Mm-hmm. On n'invite pas beaucoup de monde. On n'invite pas de monde dans notre... C'est très peu, ceux qui ont le privilège d'être invités dans notre petit rituel de Pâques. Mm-hmm. Parce que c'est... Et là, tu arrives dans un autre élément qui est le sacré. Le sacré. Le sacré, mais qui est un espace, qui est l'espace du sacré. Et les rituels, ils sont dans le sacré. Et c'est des espaces sacrés. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, mais je dis pas ça, mais là, tu vois, tu es en train de me le faire dire, mais ce que j'essaie de faire avec le travail d'immersion, que ce soit Magnificat ou mon œuvre avant, là, qui s'appelle Jardin Lumière de la nuit, c'est de créer des espaces sacrés dans lequel les gens viennent avec toi, des chaises comme qui arrivent avec leurs chaises comme des chaises sur lesquelles on est assis. Oui, des chaises de camping. Présentement, nos chaises. Et ils entrent dans un espace sacré, l'espace devient sacré parce que c'est l'espace qui s'ouvre en eux qui devient sacré. C'est pas mon travail qui devient nécessairement sacré, quoique j'espère vraiment, j'aimerais... Avant, tu sais, il y a plein d'œuvres dans l'histoire de l'art, on les appelle des œuvres d'art sacrées. Ils étaient reliés à la décoration des églises, très souvent, et tout ça. Ouais. Mais il y a la musique sacrée. Et elle, le sens est plus grand parce qu'on a des compositeurs de notre époque qui disent, ils font de la musique sacrée. Et cette musique sacrée-là, elle est faite pour l'âme.
La même chose. Il s'adresse à l'âme. Il s'adresse pas au mental. Il s'adresse pas à un tableau Excel Ouais. en nous là. Mais c'est ça. Alors et c'est l'espace sacré. Ben les rituels. Puis tu vois dans Magnificat l'été passé. Ben j'ai vu moi ce que je disais que j'espérais c'était que parce que tu sais tout est de l'eau puis c'est de l'eau qui coule comme on est présentement et puis ben ce que je disais c'est que j'espérais que l'espace sacré de l'église qui est là, c'est là, c'est des espaces sacrés, des temples, peu importe de quelle religion on est, et que le sacré pouvait s'écouler sur le parvis et qu'il était pour sointer que ce ruissellement-là de sacré était pour être tellement fort qu'il était pour par porosité de sortir par les clochers, par toutes les pierres. Mhm. Ben ça a marché. Ouais. Mais c'est beau. C'est très beau. J'espérais, tu sais jamais si ça peut marcher, j'ai aucune idée si je vais pouvoir refaire ça, comprends-tu? Mais c'est On ça peut l'espace espérer. sacré et c'est comme ben et pour certaines personnes Magnificat est devenu un rituel et je te dirais encore plus parce que avec c'est un élément intéressant encore là, tu sais quand je te dis que ce qui devient de l'art pour moi, c'est ce à quoi j'ai jamais pensé. Magnificat a été créé, comme toutes mes autres œuvres, sans son, sans musique. Ouais. Mais j'avais demandé à la Société lyrique de la Nouvelle-Beauce d'ici, qui chante du chant lyrique et principalement de la musique sacrée, de faire l'ouverture de Magnificat avec la musique sacrée. Alors, ça s'est passé comme ça. Le public a adoré. Et là, pendant tout l'été, ça a duré 2 mois, les gens, beaucoup de gens disaient, mais où est la musique? Il n'y en a pas de musique. Oui, 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 oui. Ma mère est venue. Il y avait de la musique. J'ai dit, elle est venue le soir du vernissage, de l'ouverture. Et c'était rendu insoutenable d'entendre toujours où est la musique. Ouais. Non, mais s'il y avait de la musique, hein? C'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? Mais s'il y avait de la musique. Alors, finalement, j'ai dit OK. J'ai demandé si on pouvait essayer de faire si on pouvait mettre de la musique. J'ai fait en tout cas, je te passerai le long travail que j'ai fait. Je l'ai fait avec Maestro. Vincent Quirion, accompagné de mon ami Jean-Pierre Bérubé, mais les deux sont des amis. Et puis là, ils m'ont accompagné. J'ai dit à Maestro, là, j'écoute depuis 2 semaines le Magnificat de John Rutter. Ça me transporte. C'est de la musique sacrée parce que c'est un Magnificat. C'est le Magnificat, c'est le chant de la Vierge Marie. Alors, c'est des musiciens qui font des Magnificats. Il n'y a pas beaucoup d'artistes en art visuel qui font des Magnificats. Là. Ouais. Il y a Botticelli et moi. Alors, mais il y en a eu d'autres, là, mais, et puis, c'est ça. Et finalement, ben, on a eu 7 soirs où est-ce que on a fait sortir le Magnificat de Rutter des pierres de l'église. Et là, je peux te dire que ces soirs-là, on était dans un rituel sacré. Tu avais à peu près 500 personnes qui écoutaient et qui regardaient parce que les deux allaient bien ensemble. Là. On est en Beauce, puis peu importe où est-ce qu'on est en Beauce, dans notre époque, écouter du chant en latin, les gens avaient la bouche ouverte. Il n'y a personne qui parlait. Ça durait une demi-heure. Mais la musique, c'était 2 Magnificats qui se mariaient. Et c'est ça. Et primeur. Primeur. Okay. Primeur. Ah bon. Exclusivité. Je te jure. Et c'est une grosse affaire. Okay. J'ai eu la semaine dernière, il y a 2 semaines, ça fait 8 mois que j'essaie d'avoir les droits de présenter, d'utiliser le Magnificat de John Rutter.
qui est un célébrissime Sir John Reuter, célébrissime compositeur. Donc, il fallait qu'il regarde mon travail, il fallait qu'il accepte lui-même. Et alors, Oxford University Press, avec lesquels je travaille depuis 8 mois, John Reuter m'a donné sa bénédiction et donc mon Magnificat va devenir un son et lumière officiel et avec la bénédiction de Reuter. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oui. C'est ces deux Magnificats qui se marient à nouveau, mais pour de vrai. Oui. Oui, vraiment, qui se marient pour de vrai. Et le bonheur dans ça, je te dirais, c'est l'événement rituel qui se passe à l'intérieur des gens. Ça leur fait du bien. Puis ça fait du bien à l'âme. Oui. Parce que la musique de John Reuter, je peux te dire qu'elle fait du bien à l'âme. Donc, on travaille toutes les deux pour la même chose. Puis, les deux vont se marier. Pour finir sur un mariage, je pense que c'est beau. Mais nous, on a un petit rituel dans notre balado. Puis le petit rituel, c'est que je passe le micro à Charles-Antoine pour qu'il pose deux petites questions. Une petite question, deux petites questions, comme il le sent. Mais il y a toujours des petites questions de préparer à la toute fin. Ça fait plaisir. C'est notre petit rituel de fin. Je passe le micro à Charles-Antoine. Merci beaucoup, Dylan, de me passer ce micro. Donc, c'est ça. Donc, tout au long du balado, dans le fond, je l'écoute. Puis après ça, par rapport à ce que vous avez discuté, je sélectionne une question un peu pour amener la personne à réfléchir. J'ai remarqué que tu as beaucoup d'opposés un peu dans ta personnalité. Tu as parlé, entre autres, tu as un côté qui est très science, puis tu as aussi un côté qui est très nature. Tu as un côté qui est très spirituel, puis un autre côté qui est très biologique. Tu as aussi ton côté qui est être de la nature et aussi un côté qui est beaucoup machine, technologie. Ils sont souvent quand même assez opposés. Je me demandais si tu as parlé aussi du destin. Est-ce que, en regardant un peu tout le parcours que tu as eu, puis tous ces chemins-là qui sont des embranchements, au final, un qui va à gauche, l'autre qui va à droite, est-ce que tu dirais que c'est un peu ton destin de marier un peu les côtés opposés ensemble? As-tu eu le temps de faire des recherches sur... C'est juste en écoutant. T'es sérieux? Oui. Je pense que tu vas me faire pleurer. Je vais garder mes lunettes de soleil, finalement. Ouf. You got me. Perfectly. Ouais. Je suis bouche bée. C'est... Ouf. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est des expériences, mais tu sais, les opposés, quand on a quand on peut faire l'expérience, tu sais, je dis, puis on s'entend, ces expériences-là sont, en tout cas dans mon cas, là, sont pas nécessairement, durent pas nécessairement, tu sais, des jours, des mois, tout ça, ça peut durer peut-être des journées ou ça peut durer des heures. Mais quand tu vis ce qui s'appelle la conjonction des opposés, le mariage des opposés, c'est le terme alchimique. Dans l'alchimie, c'est le mariage des opposés. Là, tu t'es plus dans les opposés, comme tu as très bien décrit. Tu tombes dans un troisième espace, et c'est un espace trinitaire. C'est un nouveau mode de pensée. Tu tombes dans un ailleurs. Tu tombes dans un ailleurs. Un peu un alliage. Un alliage, mais t'as plus de repères, là. T'as plus de repères, mais t'es dans le beau, t'es dans l'amour, t'es dans le bien-être, t'es dans la plénitude. Ouais. Tu veux pas en ressortir. Ce qui est dur, c'est quand t'en ressors. Mais je te dirais que c'est le but de ma vie. Puis pour moi, c'est la création qui est
la manière la plus qui m'amène, qui me fait vivre ça. Ouais. Parce que j'essaie de le plus possible de rester là. Et mais donc il y a la création. Moi, j'écris à tous les matins. Souvent 2 heures, j'écris pendant souvent 2 heures. Je me lève habituellement avant l'aube. Et pendant ces 2 heures-là, je suis pas toujours là, mais ça me reste, ça me fait vivre là. Ouais. Et puis et le jardinage. OK, oui. J'ai une petite serre, j'adore jardiner et ça c'est le lien avec la nature. Souvent je cueille pas les légumes ou les fruits. Je les cultive pour leur beauté. Ouais. Puis tu vois, je veux pas les cueillir, ou ben je regarde les fleurs aller, puis je me dis t'es en train de t'épanouir, t'es en train de t'illuminer, t'es en train de devenir un Bouddha finalement là. Ouais. C'est le bonheur, c'est de regarder la beauté qu'il y a dans ma serre. Ouais. Ben, c'est une belle chose pareil, je trouve. Mais je suis tellement émue que que quelqu'un puisse ressentir ça, ça me bouleverse. Tant mieux. Je vais repasser le micro à Dylan pour le T'as pas petit d'autres mot de questions, fin. hein, parce que Non. je peux comprendre. Ouais. J'ai pas d'autres réponses. Oui, merci. Merci, Charles-Antoine, avec tes questions qui sont toujours bonnes. Ben, ça fait 2 pour 2 à date. Ben, écoute, Suzanne, un gros merci. Ça fait Merci vraiment d'avoir plaisir. d'avoir accepté de me parler. De nous parler, en fait. Ben oui, Accepté de te c'était livrer aussi, là. C'était pas juste parler, je pense que tu t'es livré. T'as parlé beaucoup de ce qu'il y avait, pas juste à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Puis, je trouve que c'était très beau. C'était enrichissant. C'était... Mais oui, je te dis un gros merci. merci à vous deux parce que c'est un privilège là. Moi je vous remercie là. Je vous remercie aussi là, je vous remercie parce que c'est un privilège de l'avoir de la chance de s'exprimer. Ouais. C'est un privilège. Absolument. Puis en même temps, tu sais, on sait pas qui nous écoute, hein. Puis je m'étais dit, ça va être quoi là aujourd'hui c'est quoi ma ligne là. Puis je me dis encore là, je me dis s'il y a des âmes qui entendent ça, puis qui peuvent capter que une des voies en tout cas du bien-être, même s'il est très très dur à atteindre, c'est la création. Ouais. Puis s'il y a des jeunes, je sais pas qui est votre public là, ça va être qui le beau papillon qui vient de passer. Ça aussi c'est un symbole de l'âme, le papillon, hein. Puis c'est vraiment beau, hein, parce que c'est un des plus grands symboles de transformation, hein, de la chenille vers le papillon. Oui, c'est fascinant. Pour vrai. Alors, je nous souhaite à nous trois de devenir des papillons. Un gros merci encore. Merci. Puis ça conclut notre balado d'aujourd'hui. J'aimerais remercier Charles-Antoine, bien sûr, qui s'occupe du son et qui pose la question de la fin. Le petit rituel, très important. Et puis, à la prochaine. Merci. T'as-tu la scie à chaîne qui commence C'est ça. tout de suite après? On est juste bien. Euh,